tout commence avec Arnold. Je devais avoir 11 ou 12 ans lorsque j'ai vu le film Terminator. Sur l'écran de la télévision, un corps irréel apparaît. Issu d'une famille française où une grande pudeur régnait, c'était la première fois de ma vie que je voyais un corps d'homme nu. Je ne sais pas pourquoi, mais immédiatement j'ai eu une certitude. Je vais être comme ça quand je serai grand. Je me souviens de m'être retrouvé dans ma chambre, face à mon miroir. Je me suis mis torse nu et je me suis regardé. C'était comme si je voyais mon corps pour la première fois. Et je dois dire que ça n'a pas été l'amour au premier regard, et ce sentiment-là me suit toujours. C'est peut-être pour ça qu'une fois adulte, quand je suis devenu réalisateur, la question du corps est apparue inconsciemment dans la plupart de mes films. Qu'est-ce que notre corps dit sur nous et qu'est-ce que nous sommes prêts à lui faire subir? À mon arrivée à Montréal, où la culture de la musculation était beaucoup plus développée qu'en France, j'ai commencé à m'entraîner de plus en plus régulièrement. Arnold n'avait qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, l'entraînement est devenu un véritable sacerdoce, à la fois automatisme ancré dans mon corps et une forme étrange de dépendance. Pour un gars anxieux comme moi, cette routine matinale est l'équivalent d'une assurance santé, la garantie de garder un certain contrôle sur mes excès. Je me souviens de mes débuts à la salle de sport. C'était un milieu intimidant, pas encore popularisé. Du haut de mes 20 ans, j'étais toujours le plus jeune à m'entraîner. Mais depuis quelques années, je remarque de plus en plus de jeunes hommes, voire même très jeunes. Un véritable mouvement est né, une culture du muscle. Qu'est-ce qui nous amène ici à vouloir soulever ces poids? Qu'est-ce qu'on cherche? Et surtout, jusqu'où on est prêt à aller et à quel prix? Tu te souviens d'un déclic, un truc en particulier qui t'a vraiment dit « Ok, j'ai envie de faire ça ». J'ai tout le temps été un jeune sportif. Puis je pratiquais le basket, le hockey, le tennis, la natation. Puis il y avait un prof d'éducation physique qui c'était un ancien, en fait c'était un bodybuilder, mais retraité. Là, moi, tout de suite, quand j'ai vu sa photo affichée, je voulais être comme lui. Dans la puberté, clairement, lorsqu'il y a une fille qui te tape dans l'œil, tu te dis, ça te tente de la plaire, puis tu ignores un peu comment t'y prendre, fait que tu te dis, ah ben, pour que ça marche, ben, pourquoi pas avoir un corps d'Apollon? C'est rare qu'on va voir un homme qui est out of shape sur Internet et que quelqu'un va dire « Ah, t'es le modèle d'un homme que j'aimerais être. » Non, ça n'inspire pas la jalousie, ça n'inspire pas la motivation. C'est « Non, je veux pas avoir l'air de cet homme-là, je veux avoir l'air de l'homme qui attire le regard des femmes. » C'est juste une question d'être en santé puis d'être bien dans son corps. Parce que je refuse de croire que quelqu'un qui est, on va dire, obèse est bien dans son corps. Le fait d'être plus fort, c'est pas vraiment ce qui est le plus important pour moi. C'est vraiment plus l'esthétique, être bien dans sa peau. T'as bien beau avoir des millions de dollars, tu peux avoir des montres qui vaut super cher, des chars qui vaut super cher, du linge qui vaut super cher. Un corps comme ça, c'est la seule chose que tu pourras jamais acheter. Puis je pense qu'il y a beaucoup de respect qui vient avec ça. Fait que là, c'est du shoulder press, barbell. Je fais juste m'échauffer pour mettre un peu de sang. Ça faisait 3 ans que je m'entraînais tout seul, avec aucune connaissance vraiment. J'ai réussi à apprendre 100 livres en 1 an et demi. J'ai toujours été un gars qui était toujours derrière les autres quand j'étais plus jeune, au secondaire. Quand je jouais au soccer ou ballon racheteur en éducation physique, j'étais toujours le dernier prix. T'es pas assez bon, t'es trop petit, t'es pas assez fort. Fait que je me sentais toujours diminué par rapport aux autres. Mon père vient du Pérou,
Ma mère, d'Uruguay. Mon père, malheureusement, il est absent. Il habite à Miami. C'est sûr que ça l'a pas aidé l'absence de mon père. J'avais plus d'amis, même avec les filles, j'étais anxieux. En fait, je m'aimais pas. Puis depuis que j'ai commencé à m'entraîner, ça m'a donné une source de confiance en moi. J'en fais 8 à 55 livres. J'en fais 8 à 45 livres. Après, je redescends, j'en fais 8 à 30 livres. Après, je remonte, j'en fais 8 à 55 livres. Puis après, j'en fais 8 à 45 livres. C'est ça que je fais comme set en ce moment. Ça, c'est un... Ça, c'est un set. un set. Et tu fais combien de sets? J'ai 3 sets comme ça. Let's go, man. Au moment où j'ai commencé à m'entraîner, c'est là que j'ai découvert que les gens m'admiraient. Mais avoue, j'ai l'air méchant, hein? Non? L'idéal du corps masculin a considérablement évolué et varié à travers les époques et les cultures. À la fin des années 1800, l'homme fort devient une icône culturelle populaire. Le monde découvre alors le célèbre Eugène Sandow, considéré comme le père de la musculation moderne. Cette nouvelle vision du corps masculin se répand rapidement dans le monde occidental, notamment grâce au travail de deux frères montréalais, Ben et Joe Weider, qui créent la célèbre compétition de musculation Mister Olympia et révèlent un jeune Autrichien ambitieux, Arnold Schwarzenegger. Si dans les années 60, on voit un bref retour vers des corps plus minces et filiformes, les années 70 marquent un point tournant. L'apparition des premières grandes enseignes de salles de sport démocratise la musculation auprès du grand public. Alors qu'Arnold et son corps étaient à l'époque considérés comme une exception, aujourd'hui, ce physique semble être devenu le standard pour les stars des films d'action hollywoodiens. Inspirés par ces célébrités et les influenceurs fitness, des millions de jeunes partagent leur incroyable parcours pour transformer leur corps. Parmi eux, Luca. Son rêve, devenir le futur Monsieur Olympia. Je le rencontre alors qu'il tentera dans quelques semaines de gagner son statut de culturiste professionnel dans une grande compétition nationale à Toronto. Je fais 40 minutes de cardio le matin à jeûne. Donc, dès que je me lève de mon lit, je vais directement sur mon cardio. Puis je fais mon petit 40 minutes. Le but, c'est de brûler autour de 250-275 calories. Fait que le but, c'est vraiment d'enlever tout mon gras sur mon corps. Donc, être en déficit calorique, entraînement 5-6 fois semaine. J'ai commencé quand j'avais 14 ans. J'étais un peu skinny. J'étais 140 livres. Puis pas de muscles, je m'entraînais pas. Là, aujourd'hui, j'en pèse 230. Moi, je ressemblais à ça. Mes bras sont déjà bien. Je travaille pas vraiment. Parce que là, il faut que je cherche plus d'épaules. Plus de chest aussi, pour être proportionné. Fait que, puis aussi, il faut aller chercher la condition. On va vraiment être comme sur la peau sur le muscle. Quand tu te regardes dans le miroir, comment tu vois ton physique? Qu'est-ce que tu dis là? Là, pour l'instant, je me trouve gros, un peu enrobé. Tu sais, j'ai quelques abdos, ça, on voit mes définitions, c'est sûr. Mais si je me compare, mettons, au résultat final, c'est comme du stage, être en shape pour le stage, c'est rien. Là, je me dis que je me sens comme une merde, comme on dit.
Ça, c'est les suppléments à prendre le matin pour la perte de gras. Les suppléments qu'est-ce que c'est? À la fin du 19e siècle, le neurologue Charles-Édouard Brown-Séquard s'injecte des extraits de testicules de chiens et de cochons d'Inde pour en décrire les effets bénéfiques. Il dit alors avoir retrouvé force et jeunesse grâce à ses expériences. Mais ce n'est que dans les années 30 que le chimiste Adolphe Butenandt identifie la présence d'une hormone stéroïde dans les testicules qu'il nomme testostérone. Très rapidement, la testostérone et ses dérivés trouvent une utilisation toute désignée, le monde du sport. À partir des années 70, en Californie, les culturistes expérimentent les stéroïdes anabolisants. Leur popularité est exponentielle. J'ai ainsi vu apparaître dans les toilettes de ma salle de sport des poubelles destinées aux seringues afin d'assurer la sécurité de tout le monde. De nouveaux produits sont apparus récemment, les SARMs. Tout comme les stéroïdes classiques, ils servent à prendre de la masse musculaire, brûler du gras ou encore augmenter la définition des muscles. Très populaires sur les réseaux sociaux, ils sont rapidement devenus la porte d'entrée vers les stéroïdes pour toute une génération. Est-ce que tu te souviens, c'est la première fois que tu as entendu parler de stéroïdes, de produits anabolisants, de SARS? Je dirais c'est aux alentours de 10 ans vraiment que j'ai pris conscience que ça existait. J'ai commencé à m'entraîner à 16 ans, puis un an plus tard, j'ai entendu parler des SARMs. Le fait de l'injection, par exemple, de la testostérone ou d'autres produits, fait beaucoup peur aux gens parce que c'est une piqûre, on voit vraiment ça comme une drogue. Mais les pilules, les gens, ils font juste l'avaler. Fait qu'ils disent c'est comme un supplément, c'est comme si je prends de l'oméga 3, c'est comme si je prends du zinc. Tu te fais bombarder de publicité où est-ce que c'est des gars super énormes mais secs. Puis en disant que si tu prends ci, si tu prends ça, ça va t'arriver. C'est 3 bouteilles et qu'il y a une montagne, puis un gars en arrière en abdos est tout le temps là. C'est pire que ce qu'on croit. Les produits dopants dans les jeunes de notre âge sont partout. Je connais beaucoup de monde qui en prennent quasiment trop, en fait. C'est quasiment grave, là. Je pense que les gens qui pensent que les stéroïdes et les SARMs et tous les produits anabolisants ne sont pas présents dans les gyms vivent en dessous d'une roche. C'est sûr à 100% que dans chacun des gyms, il y a au moins 1, 2, voire même peut-être plus de personnes qui en vendent. Mais sinon, ça se commande super bien en ligne. C'est pas compliqué. Canadian Anabolics is Canada's #1 trusted mail-order anabolic steroid because we've created a better way to buy steroids online. Our customers love us so much that they continually post amazing comments and reviews. Si certains pays dans le monde ne criminalisent pas la possession de stéroïdes anabolisants, la vente et le trafic de ces produits est illégal dans la majorité d'entre eux. Pourtant, il existe des milliers de sites internet qui permettent de les acheter. Ils proposent tous les produits imaginables sous forme injectable ou orale. Ici, aucun contrôle, aucune assurance sur la qualité de ce qu'on achète. Il ne me reste plus qu'à payer et attendre la livraison. Ma découverte du livre Le complexe d'Adonis a été un élément déclencheur de mon intérêt pour le sujet. Sorti il y a plus de 20 ans, c'était la première fois que des chercheurs s'intéressaient de façon aussi poussée au rapport des hommes à leur image, et en particulier à la musculature. Après plusieurs années à lire, relire et à noter ce livre, je rencontre enfin son auteur, Harrison Pope. It seems to me that there are 3 factors that are necessary for fueling anabolic steroid use. The first is that these drugs work. They work incredibly well. And anybody who tries to deny that is making a fool of themselves. Number 2
is this emphasis on muscularity. We see muscular images all around us every day. And then the third ingredient, which is very important, is that many individuals develop a concern about body image, which can become pathological. And it can develop into a syndrome which I call muscle dysmorphia. Weightlifters who have this syndrome often refer to it as bigorexia. These guys can be very big and very muscular, but when they look in the mirror, they still perceive themselves as being too small. The increasing societal emphasis on muscularity over the last several decades is dramatically illustrated by the evolution of action toys. I think you call them jouets d'action. And the best example of this is America's favorite male action toy, which is named G.I. Joe. When G.I. Joe first appeared in 1964 during our Vietnam War, he was a perfectly ordinary looking man. But only 10 years later, by 1975, we see that G.I. Joe 1975 has started to put in a bit of time at the gym. If we fast forward into the 1990s, we find that G.I. Joe not only has been spending time at the gym, he has perhaps even done a couple of cycles of anabolic steroids. I believe that this emphasis on male muscularity is here to stay and will probably continue and may even get worse over the next few decades. Ah, chaque matin, quand je me regarde, je flex tout le temps. À chaque fois que on va prendre ma douche, même aussi. Qu'est-ce que tu vois là dans le reflet quand tu te regardes? Je me vois petit. Quand tu dis que tu te vois petit, est-ce que tu réalises que t'es imposant quand même? Pour un gars naturel, oui, mais je me trouve quand même petit. Je me trouve petit. C'est jamais assez. Il me faut reconnaître l'efficacité du marché noir. En quelques jours, j'ai reçu toutes mes commandes de stéroïdes. T'as déjà pensé à en consommer? Définitivement. J'ai déjà pensé le faire, oui, absolument, à 110%. C'est très, très dur de passer à côté et de juste faire non, je refuse de voir ça. Je n'ai jamais pris encore, mais c'est sûr que ça en vient quand même assez bientôt. Même mes parents savent là, que ça fait quasiment 3 ans que je leur en parle que ça s'en vient. Je vais commencer par 400 mg de testostérone avec un petit peu d'anavor. C'est quelque chose que j'envisage, là. Les produits anabolisants, ça, c'est certain. Moi, mon but, c'est de faire une carrière dans le bodybuilding, d'aller à Olympia, puis on se rend pas là naturel. Je vais être honnête, j'en prends. J'en ai utilisé. Je suis même très transparent par rapport à ça. Mon dosage, c'est 400 mg de testostérone en TAT par semaine. J'ai fait des SARMs aussi. J'ai pris un entraîneur privé. Puis un entraîneur privé, ça connaît plusieurs personnes. Une source quand même assez fiable aussi. Donc ça a été assez facile d'y avoir accès. Là. Bon, big boy. En forme? Ah, ouais, Ben oui, bon. Moi, je vais te demander de t'échauffer les épaules. 3.
2. Là, ça fait 2 mois aujourd'hui que je suis coach. J'ai déjà une quarantaine de clients. Bon, fait que là, je veux que tu m'en fasses 15. 15? Ouais. Close grip. 5. J'ai beaucoup de clients qui me demandent « Ah, j'aimerais prendre ci, ça, ça. » 7. Come on. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Un autre. C'est sûr qu'on atteint un plateau, en fait, puis on veut toujours dépasser ce plateau-là. Nice. Là, je veux que tu m'en fasses 12. Bon. Le fait que je sois naturel, je peux prendre 10 livres en 1 an. Le monde sur le stock, ils prennent 20 à 30 livres en 1 an. Fait que, tu sais, c'est une game vraiment différente. Nice. Et moi, si je suis pour commencer un cycle, ça serait vraiment la test normale. Quand est-ce que tu penses commencer? C'est quoi ton plan? D'ici 2 ans. Toi, c'est quoi ton objectif quand tu as commencé à t'entraîner? C'est de prendre plus de poids. J'arrive jamais à atteindre, mettons, le 60 kilos. C'est pour ça que j'ai décidé de, mettons, prendre du MK677 qui m'a un peu aidé. C'est quoi ça? Dans le fond, c'est des SARMs qu'on appelle. Dans le fond, j'avais acheté ça d'un ami. J'ai fait ça 1 mois de temps et j'ai pris du poids. Il m'a donné un autre produit qui s'appelle du RAD 140. J'ai fini à l'hôpital avec ça. Ouais. Puis j'ai fini avec une palpitation de 220, 225. Puis ça aurait pu encore s'empirer. Puis le médecin m'a dit si tu ne serais pas rendu à l'hôpital, en ce moment, tu serais mort. Ouais. Je commençais à devenir agressif. Tous les amis, on était sur ça, puis on était tous désagréables un envers l'autre. Tous tes amis, vous étiez tous? Oh, on était tous sur ça. Tout ton groupe d'amis? Ouais, on était tous sur ça. Il y en a qui étaient sur du T-ball, il y en a qui étaient sur du D-ball, il y en a qui étaient sur en avant, il y en a qui... Plein de choses, là. C'était ridicule. Ouais. Quel produit prendre? En quelle quantité? Combien de temps? Internet a toutes les réponses dont vous aurez besoin. Que ce soit sur Reddit, YouTube ou les différents réseaux sociaux, ils sont nombreux à partager leur savoir avec un public avide d'informations. C'est ce qu'on appelle la Broad Science. Anavar, Tribolone, Testosterone, Winstrol V. Today we're going to be talking about EQ, also known as Equipoise. Deca. Yo tout le monde, on se rejoint pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la trenbolone. Welcome to this new video on how to use Nandrolone. Oggi andremo a parlare del Deca Durabolin. Le Dianabol est lui un produit qui a été créé exclusivement pour booster les performances. Une cure de Dianabol dure environ 6 semaines. The duration of use should be no more than 3-week period of time. You gotta run it for a long time, probably 16 weeks minimum. If you look at Deca overall, I think it's one of the best anabolic steroids out there. La plupart de ces produits ne sont pas destinés à la consommation humaine. Par exemple, l'équipoise, tirée de l'urine de cheval, est très populaire pour les chevaux de course. Ce produit est reconnu pour être à l'origine de la mort du célèbre cheval Medina Spirit, qui s'est effondré foudroyé par une crise cardiaque après un entraînement. Les effets secondaires de ces produits sont nombreux. Tremblements incontrôlables, sueur nocturne, nausées, crampes musculaires, tout sévère provoqué par l'injection, perte de libido et de l'érection, atrophie des testicules, arrêt de la production de testostérone, gynécomastie, soit l'apparition de seins chez l'homme, graves problèmes cardiaques pouvant mener à la mort, infarctus du myocarde, AVC, hypertension, acné, cancer, léthargie. Les stéroïdes ont un des taux de dépendance les plus élevés, environ 30%. C'est plus que l'héroïne, la cocaïne ou l'alcool. Une étude récente a prouvé que les utilisateurs de stéroïdes ont un risque 9 fois plus élevé d'être reconnus coupables d'un crime violent. Ils sont aussi 2 fois plus à risque de suivre des traitements par antidépresseurs et antipsychotiques. Enfin, leur taux de mortalité est 3 fois plus élevé que dans la population générale. Est-ce que tu avais une personne dans ton sport là, que tu admires en particulier, que ce serait qui? Bien sûr, Chris Bumstead. Sur Instagram, il est rendu à proche de 20 millions d'abonnés. Il vient d'avoir 28 ans, je pense. Sa symétrie et ses proportions. Il est rond, comme un peu granuleux, l'aspect, la peau collée sur ton muscle. Là. Il est découpé, il est défini. C'est beau à voir.
C'est pas pour rien qu'il a gagné 4 années de suite Monsieur Olympia. C'est vraiment le GOAT, là. Genre, c'est lui, là. Il n'y a pas beaucoup de bodybuilders qui parlent de leur santé, des risques. C'est vraiment un des seuls qui est vraiment open. Parce que je sais les risques, là. C'est pas santé, là, faire du bodybuilding. Mais je fais mes prises de sang chaque mois. J'ai un médecin. Je fais le nécessaire pour faire du bodybuilding le plus santé possible. J'aime mieux vivre un 50 ans avec ce que j'aime faire que de vivre jusqu'à 80 puis me dire j'aurais pu faire ça, j'ai pas fait ce que j'aime. L'espérance de vie est pas importante, mais c'est pas dans ma tête. These guys, they get to a point and they tap out. Something happens, but hopefully not catastrophic. There are warnings. They may have a blood clot. They may have some emotional breakdown, losing too much hair, having too much acne. And now you can't come off of the injections because you feel terrible and you can't have sex without it. If you have mood disorders and you have underlying depression, your brain is more sensitive than the average guy that doesn't have that. I've seen suicides because of men coming off, inappropriately told by physicians to stop steroids. Come on in, man. Good to see you, brother. Likewise. Let's likewise. go. I looked at your labs. They're looking pretty good. How much testosterone are we on right now, if you're on anything at all? So currently right now it's 180, 200 mg a week, 2 shots every Monday, every Thursday. You're going to be on testosterone for the rest of your life. You know that. Absolutely. And then that's a big piece. You tell that to young men. Absolutely. And they say no. And they all love to look at their labs. They get this false sense of security. Here's my concept. Take 2 rubber bands, brand new rubber bands. Put one rubber band into a vacuum, put it away in a safe. Take the other rubber band and go like this with it. Go like this. Just keep pulling it over and over and over. There's going to be one of those pulls. Sooner or later, it's going to snap. But right before this one snapped, if you took that rubber band out and you placed it together and you looked at them with the naked eye, they look the same. That's what happens to steroid users. My labs were fine. My labs were fine. My labs were fine. Until it's not. Comment le reste du monde fait face à cette consommation massive de stéroïdes? Plusieurs pays d'Europe ont fait le choix de la répression. Ainsi, au Danemark, des tests antidopage aléatoires sont effectués dans les salles de sport participantes. L'objectif? Dissuader le plus grand nombre d'utiliser des stéroïdes anabolisants. Je retrouve dans une salle populaire de Copenhague Casper de l'agence antidopage du Danemark alors qu'il s'apprête à mener un contrôle. I normally take a look in the gym and see if there's someone that might be interesting to call for a doping control. Someone I think they have got to their result in an unhealthy way. Okay. Der er måske under på den der. Ja, men reglen er den, at når først du bliver indkaldt til en dopingkontrol, hvis du så vælger ikke at deltage, eller siger, at du ikke kan tisse, så er du faktisk, så får du den samme straf, som hvis du var positiv. Ja. Du risikerer jo at blive smidt ud af centret, hvis ikke du deltager i dopingkontrollen. Ja. Skal du prøve at se en gang her? Ja. Du får lov til at vælge en igen, ligesom før. Ja.
Det kommer ikke vel. Prøv nogle gange, så kan det hjælpe, hvis man har noget vand kørende i baggrunden og lytte til. Jeg kan ikke vand. Min kæreste siger, hvis du vil bare ringe ikke til mig. Ja. Så går vi over i lokalet herover, og så kan vi lige skrive ned. Så skriver jeg her, jeg har forklaret ham de mulige konsekvenser ved ikke at gennemføre trolden. Er det okay? Er du med enig i det også? Ja. He had an appointment with his girlfriend, so he had to leave. So now he possibly will be given a sanction of 2 years. Une fois banni de sa salle de sport pour 2 ans, s'il veut continuer à s'entraîner, il n'aura pas d'autre choix que de s'inscrire dans une salle indépendante qui refuse de participer à la politique nationale antidopage. Mais au final, est-ce que cette politique permet vraiment de diminuer la consommation de stéroïdes au Danemark ? I don't see that there's a good reason to be very punitive in a sporting sense. That I think is not a good idea, because there you get an imbalance between your overall aim, namely a better health for that person and that group of person, and then excluding them from their access to physical activity and sport. We should have a system in place for them where we can help them within our healthcare system to getting out of their drug use. Justement, en Écosse, les autorités ont fait un choix radicalement opposé au Danemark en optant pour une politique de réduction des risques et des dommages, inspirée de ce qui se fait pour aider les consommateurs de drogue. Ici, 2 cliniques spécialement dédiées aux utilisateurs de stéroïdes ont été ouvertes. Leur objectif, offrir un accompagnement médical et de l'information. There's pretty good research from Australia, for example, that highlighted that for every $1 spent on harm reduction services or providing injecting equipment, there was around a $20 saving. And it's hard to see how addressing steroids in the same way with a harm reduction approach won't have the same benefits. I think by offering a harm reduction service with the clinic, you're certainly promoting safer use. The clinic, which is a drop-in clinic, sees around 10 to 12 people every Tuesday night. Just have a seat there and I'll be with you in a couple of minutes. Okay. Thanks, buddy. The clinic showed me what was going on in my body. Con and the guys here were, very persuasive in saying, let your body heal. When it comes down to it, fundamentally, it's about health, happiness, and fitness. And steroids, for the most part, will not contribute to health, happiness, and fitness. I've never experienced steroid rage. I have experienced, I dare say, mood swings, especially with harsher compounds. Such as Trenbolone. Such as Trenbolone, yeah. But you don't use that anymore? Absolutely not. It would be good to take your blood pressure first to see if there's any issues there. However, I do need to find the big cuff first, as this one's not big enough. There we are. We can evidence from the blood tests that we take that testosterone-based esters are safer than drugs such as nandrolone family drugs such as Trenbolone and Decadurabolin. Around about 5 years ago when this clinic first opened, I would say it was almost half of all the people attending were using Trenbolone. Now I'd say you're lucky if it's 5%. Which one would you prefer? I mean, you've got such big veins, Sean, it's not going to really matter. I would say for those under the age of 21, their hormonal system is still developing, so it can have detrimental effects to their development. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Ouais, en fond,
j'ai un pneumonie aux 2 poumons. J'étais allé à l'hôpital, dans le fond, j'ai passé ma nuit à l'hôpital. C'est que je respirais plus. J'ai craché du sang, j'ai comme la grosse affaire, là, fait que c'est tough, là. J'imagine. Donc c'est quoi pour toi les prochaines étapes, là? La prochaine étape, c'est se reposer, enlever tout produit de mon corps toxique ou nocif. Donc là, pour ta compétition que tu voulais faire à Toronto, t'en es où? Ouais, d'annuler. Parce que dans le fond, il faut que je sois prêt dans 3 semaines. Parce que là, mettons, tu sais, j'ai comme mal musculaire, mal aux os, puis comme les yeux pas capable de marcher. Fait que, Ah ouais. Puis, il y a un problème, là. Bon ben, prends soin de toi, repose-toi bien. Beaucoup, là. Si on devait retenir un point tournant dans le culte du corps musclé, ce serait l'apparition en 2009 de Aziz Sergeyevich Shavershian, mieux connu sous le nom de Ziz. It's time to talk one-on-one with everyone here. Listen carefully, bros. This is the revolution. Everyone has a little bit of Ziz in them. Le jeune Australien, né en 1989, est devenu mondialement connu en exhibant sa transformation impressionnante. Souvent considéré comme le premier influenceur fitness de l'Internet, Ziz se présentait comme fils de Zeus, frère d'Hercule, père de l'asthétique. Asthétique fait référence à un physique musclé, sec et découpé, aux épaules larges, une forme physique aux proportions symétriques qui serait parfaite selon des critères purement esthétiques. A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. En 2011, il décède d'une crise cardiaque. Il avait 22 ans. Les rapports de toxicologie n'ont jamais été rendus publics. Alors qu'Aziz est mort, sur Instagram, des centaines de mots-clés basés sur Ziz donnent des millions de résultats. Ses fans se définissent comme l'armée de Ziz. Si aujourd'hui, sur la plupart des profils de jeunes hommes passionnés de musculation, on retrouve un emoji représentant le trident de Poséidon, c'est pour lui rendre hommage. Une façon de célébrer sa quête d'un corps de dieu grec, un symbole de pouvoir et de force, et une certaine vision de la masculinité. Ziz a capté un mouvement bien avant que quiconque ne voie ce qui se passait. There's 3 things that you need to focus on if you want to be a high-value man. Mindset, muscle, money. Toi, dans ta tête, c'est quoi être un homme? Ah, c'est sûr que j'ai un peu plus une vision alpha, comme l'homme alpha, genre super musclé, super confiant, qui fait beaucoup d'argent. Je suis un peu vieillot là-dessus, c'est sûr que pour moi, un homme, c'est faut aller au gym, faut que tu sois baraquant un peu. Quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins et aux besoins de sa femme, par exemple, ou son homme, au pire. Il a un corps qui prouve sa discipline et son respect envers lui. Selon moi, un homme se doit d'être capable d'être dangereux, de protéger sa famille, de protéger ses proches. Rule number 33. Fear no man on this earth. Be the mighty lion amongst wild beasts. Mais comme un lion. Tu montres pas d'émotion. T'es là pour tout le monde. D'être l'espèce de punching bag pour tes proches. Parce que c'est toi qui... T'es la brute, là, t'es la personne. C'est qui les personnes, ces influenceurs que tu suis? Ouais. Ça, c'est encore des pour-compte, mais comme Andrew puis Tristan Tate. Puis tu sais, c'est des personnes qui vont dire la vérité. Qu'est-ce qu'on veut entendre? The man who goes to the gym every single day, regardless of how he feels, will always beat the man who goes to the gym when he feels like going to the gym. And anyone who sits here and tells me, well, depression's real, you're telling me that your mindset is weak. The first big money I ever made in my life. Andrew Tate est un influenceur devenu extrêmement populaire auprès des jeunes hommes du monde entier. Spécialiste des propos misogynes, il pense que la place des femmes est au foyer, qu'elles sont la propriété de leur mari, ou encore qu'elles sont responsables des violences sexuelles qu'elles subissent. Accusé de viol et de trafic humain, il a depuis été banni de presque toutes les plateformes. Mais ses propos continuent de générer des millions de visionnements. L'homme est fait pour être whatever supérieur, payer la maison, payer le restaurant, payer tout, genre provide, comme je dis. Tous les présidents, c'est des hommes. On est tous
toutes les grosses compagnies sont owned par des hommes. Est-ce que les hommes dirigent la vie parce qu'ils sont destinés à le faire ou parce qu'il n'y a pas de place pour les femmes pour le faire? Moi, je dirais que c'est pas qu'il n'y a pas de place pour les femmes, c'est que l'homme va prendre les meilleures décisions. J'aurais aimé savoir quoi lui répondre. Autant je me sens proche de lui dans la façon dont notre corps devient un exutoire, autant je sens un fossé quant à notre vision de la société. Pourquoi Andrew Tate et les influenceurs de la manosphère ont pris un tel ascendant sur l'esprit des jeunes hommes passionnés de musculation? Pour moi, oui, on assiste à une crise de masculinité, mais à chaque fois qu'on assiste à une crise de masculinité, on pense que c'est la première. Il y en a eu tellement, là, je pourrais pas les compter. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de voir à quel point les influenceurs en ligne, tels que Andrew Tate, par exemple, insistent très fortement sur le fait d'aller au gym. Si tu veux être un vrai homme, tu vas au gym. Il y a, chez beaucoup de garçons et d'hommes, un désir pour une certaine certitude en ce qui concerne l'ordre social. Et puisqu'on remet en question de plus en plus les différences entre les sexes, entre les hommes et les femmes, c'est une façon, si on veut, d'essayer de consolider la masculinité sur le plan corporel. On parle de la force physique et mentale. On parle du stoïcisme à certains égards. On parle de l'ambition et le sacrifice aussi. Donc ces traits-là sont en soi des traits très sains. Le problème, c'est quand ces traits-là sont les seuls traits qu'un homme peut se permettre pour être vu comme étant un vrai homme. I'm unbeatable. Can't be beat. It's impossible. You condemn me. You can damage me. You're never ever gonna beat me. C'est très très clair que les hommes qui adhèrent strictement aux normes de la masculinité ont plus de problèmes sur le plan social et psychologique. Il y a des problèmes. Il faut faire face à ces problèmes-là en tant que société. Je pense que c'est un espèce de vide que j'avais que la musculation a permis de combler. À force de voir du monde sur les réseaux sociaux, de non seulement leur physique, mais où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur vie grâce à ça, ben c'est vraiment... ça m'a motivé. Quand j'étais jeune, je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais comme un malaise social, je voulais bien paraître. Une bagarre dans la cour d'école. Je me suis fait casser la gueule directement, donc c'est pas mal ce qui m'a fait commencer à aller à la salle. Des fois, on me battait, on me mettait par terre, on me frappait, on me poussait. Quand les profs ne regardaient pas, on me mettait par terre. On me visait tout le temps dans les sports, par exemple, parce qu'ils savaient que j'étais vraiment pas sportif, que je pouvais pas attraper les ballons qu'on me lance. Moi, j'avais pas les réseaux sociaux au primaire, mais je savais qu'on se moquait de moi là-dessus. Ça leur fait vraiment plaisir là, de voir que maintenant, plus personne veut de mal avec moi. Toute mon primaire, puis mon début de secondaire, j'étais en surpoids, puis j'étais une bonne victime d'intimidation. C'était constant. C'est sûr que dans le temps, je pleurais, puis c'était pas le fun. Mais là, en ce moment, je regarde comment je me suis développé. Puis c'est de quoi que j'aime, puisque finalement, ça me formé la personne que je suis en ce moment. Ça me libère complètement, là, ça me libère de l'anxiété, du stress, tout ça. Là. Sans le gym, pour vrai, moi, je serais pas capable de vivre. Là. Je me sentirais mal là, à l'intérieur de moi. Là. Ce qu'il me confie n'est pas différent de ce que j'ai vécu. J'ai aussi connu l'intimidation et la violence. Grandir gay dans une famille très religieuse, dans le sud de la France, c'est grandir dans le mensonge et la dissociation.
c'est très vite comprendre que l'on doit se construire un corps, une identité, un comportement qui doivent rester dans les limites de l'acceptable. Le message était clair, pour trouver ta place, tu dois affirmer la masculinité par ton corps. J'ai conscience que je vais toujours me débattre avec mon image. J'ai clairement perdu trop d'années à poursuivre un but illusoire. Je ne serai jamais Arnold. C'est un toi? Hey, reste calme. Hey, hey. Non. Hey, viens. Bon, mon but, c'est de l'amener au gym. Puis ça devient mon gym bro. Fait que là, il est encore jeune. Il y a 3 mois. Mais j'aimerais bien ça. Côté amoureux, ça va faire bientôt 6 mois que je suis célibataire. Suite à la séparation, j'ai perdu au-dessus de 25 livres. J'ai pas travaillé pendant 1 mois. Je me sentais vraiment vide, en fait. Puis, je voulais mettre fin à tout. Je suis allé voir un psy-thérapeute. Je me suis comme construit une carapace, en fait. Je parlais pas vraiment de mes émotions, je gardais tout pour moi, puis j'allais au gym juste pour me défouler. Oui, c'est bien beau avoir un physique, mais aussi, il faut pas juste s'entraîner parce que t'as de la rage, puis parce que t'as de la peine en dedans de toi. Il y a des moments difficiles dans ma vie, puis la place où j'ai vraiment été bien, c'est au gym. C'est comme ma maison. C'est comme des frères et sœurs. Là, ça fait combien de temps que t'as repris depuis que t'as été malade? Et là, ça va faire 2 semaines. Moi, j'ai été off 3 semaines. Ma baisse de mon système immunitaire, c'était relié à un produit, le Celetrem. C'était un produit que j'ai roulé beaucoup trop longtemps. Ça joue avec ta respiration, ça peut faire des bactéries à long terme, infections. C'est comme un poids enlevé sur les épaules. J'ai été injecté plusieurs fois par jour. À un moment donné, ça devient pas le fun. Je m'injecte plusieurs fois par jour depuis... ça faisait des mois, fait que... À un moment donné, juste, ça relâche. Que ce soit mentalement, physiquement. Je me sentais vraiment bien, là. Je pense que c'était vraiment un bon moment. C'est un signe, là. Je suis tombé malade, c'est pas pour rien. Quand t'es sur les produits, t'es un peu comme un super-héros, là. Exactement. C'est vraiment un super-héros, là. On dirait que t'es comme immortel, là. La confiance, t'as des meilleures pompes au gym. Tu looks vraiment mieux, là. Mais genre 1000 fois mieux. Hop.